Audiolivre, c'est Las Vegas, baby, Las Vegas. Écrivain, Vladimir Derkach, Los Angeles, 2023. All rights reserved. No parts of this book may be reproduced in any form except for the inclusion of brief quotations in a review without permission in writing from the author or publisher. Première partie. Les riches vivent dans le futur, les pauvres dans le passé. Ses yeux, derrière ses lunettes noires, n'y portaient aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui. Il ne s'identifiait en rien avec l'environnement, et encore moins avec ce changement. Le cliquetis d'une pièce, du manette tombant sur le béton, lui fit presque tourner la tête, mais la toile d'araignée blanche de léthargie les mena plus loin. Il regarda la foule qui se dirigeait vers lui, passant rapidement à travers et l'observa avec son regard, perçant d'un air indifférent, arrachant ci et là des scènes éphémères. La bague, les yeux, les lèvres pulpeuses, la vendeuse fermant son magasin en jupe jaune, avec les dentelles qui grossissaient la taille de son derrière déjà volumineux. Bottes au peu de serpent, arrête! Dès qu'elle n'est pas sûre, devait être cette peu pour supporter maintenant son pied. Le bar. Où est le bar? La porte de sortie est fermée et il faut aller sur le boulevard qui est dans une autre direction. Ses jambes étaient très lourdes. Étant chauffeur, il détestait marcher. Troisième jour à Las Vegas. Quelle merde! Il faut aimer la vie, pensa-t-elle, sous toute forme. Pourquoi ai-je besoin de l'éducation? C'est un poids lourd qui empêche de vivre. Ceci, en face de moi, être laide, et cela, ça n'a qu'une goutte. Celui-là est juste sauvagement kitsch. Je vais essayer d'apprécier tout cela. J'aime toutes ces manifestations monstrueuses d'ordures humaines accumulées à fil de siècles et purifiées par les différentes religions et coutumes en plaisir masochiste. Ces pensées le firent rougir sa démarche devant plus légère. En d'autres mots, il marchait en sentant à chaque pas, en contrôlant chacun d'eux, en levant son pied du sol. Il ressentait l'efficacité de la gestion de ce glissement du pas sur la couche d'invitation au sexe, tombant du ciel par kilos sur le trottoir de Las Vegas après le coucher du soleil. Ses yeux étaient brûlés par le vent chaud et c'était seulement le troisième jour de son séjour à Las Vegas. Un jeune homme, marchant à son encontre, sur une bouteille de bière complètement vide et ses yeux brillaient de bonheur. Ah, bien, presque comme une enseigne de nuances chez Arras. Grâce à Dieu, au moins, quelqu'un était heureux. Pour équilibrer la balance, ricana-t-il. De l'autre côté, j'inonderai le monde entier avec ma bile. Il récupéra son calme. Il se souvint que pour la première fois, il avait été payé en avance. Mais $6 millions reçus comme pourboire ne lui apportaient aucune joie. Ce pourboire était suspendu comme un poids plein d'obligations et attendant des événements vagues, inattendus, plus ou moins désirables. On se retrouve toujours bouche bée lorsque grosse somme d'argent se présente soudainement à nous. Une bière. Une bière, ça doit pouvoir m'aider. Merde, pourquoi tout fermé à 9 heures? C'est Las Vegas, non? C'est une ville nocturne, non? Très bien. Il marcha vers le magasin de pilules, bananes et de bières réfrigérées. Il remarqua un garçon et sa copine dans la file d'attente avec une bouteille de Heineken dans leurs mains. Il avait l'air joyeux.
Une vague d'irritation déjà faible et désespérée l'entraîna vers la dernière conclusion d'aujourd'hui sur ce pays. Il est évident que cette bière est dégueulasse. Le tonnerre ne vend jamais. Après 9 heures, il ne s'en est plus. Il semblait que l'attraction du planète Hollywood devait dormir aussi. Il ne le savait pas. Il s'assit sur le rebord de la fontaine et porta la bouteille de Sierra Nevada, froide et pleine de condensation, à ses lèvres. Il était intéressant de noter que, au milieu des fours nocturnes de Las Vegas, le corps se sentait froid. Les doigts avaient la température de saucisse congelée. Ce relâchement devenait désagréable. La bière, donc, était froide aussi. Normalement, il buvait à jeun. Dans l'obscurité lointaine de son espace soviétique romantique, après tous ces Richard de Bach et Moët appelés Jonathan Livingston, aussi que les thèses épicuriennes qui font partie de la vie, il avait pris l'habitude de boire en jeun. La réalité, en face de lui, avait montré d'étranges métamorphoses. Pour être honnête, c'était aussi pour économiser des sous. L'essence de l'univers favorisait d'une certaine manière l'impossibilité de mélanger vin et nourriture, alors il ne faisait pas. Mais aujourd'hui, quelque chose allait mal. La bière entra dans son estomac, se cabra par une éructation secrète, puis se calma. Le monde n'avait pas changé. Cool. Une pensée monta à sa tête. On va au club. Mais je suis en t-shirt. Alors, tout ce que l'on me promet n'est qu'un bain démocratique pourri avec des meufs adultes et leurs prétendantes fous de liberté alcoolique. Après être entré dans le casino Arras, il évite le poteau installé de manière incongrue sur la table de la roulette et autour de lui une petite nana sur la trentaine bougeait frénétiquement son corps sur un fond de hard rock. Son regard hautaine couvrait la foule avec le polyéthylène d'indifférence. Ici, elle était la reine. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une telle beauté animale au mouvement aussi saccadé et sensuel. Son mini-short serré en latex attira son regard et quand elle toucha le chrome brillant avec son pubis, il serra nerveusement les poings. Il s'était arrêté, net resté planté là. Un sourire stupide, amical dans toute situation, se dessina sur son visage. Quelle énergie dégageait cette danseuse! Elle l'avait remarqué et le regardait de façon hautaine. Elle avait l'impression d'être comme une citrouille en face d'un tank. Cela avait quelque chose d'extraterrestre, d'incontrôlable. Solitaire, abandonné, il observa autour de lui comme à la recherche de soutien et rêvant vers elle à nouveau. Elle ne le quittait pas du regard. Maintenant, non seulement elle l'avait poussé avec ses yeux, mais elle se glissa à l'intérieur de lui. Après s'être dupliquée, elle fit tout ce qu'il voulait de lui. Il ne pouvait lui résister. Il se rendit, de suite, sans combat. Un frisson lui parcourut le dos. C'était comme si tout était éclairé au-dessus de Las Vegas. À ce moment-là, n'importe qui aurait été capable de voir deux piliers lumineux sur le Luxor et le Arras. Après avoir lancé la crinière à burne vers lui de le finir, elle se figea comme une corde bien tendue
les jambes écartées ancrées au sol. C'était une défaite. La musique continuait à sonner avec son rythme explosif dans la salle bien enfumée. Évidemment, elle maintenait les yeux toujours fixés sur lui. Il lui eut souvent toute une coupe qu'il avait encore quelque chose à faire. Il se retourna brusquement et s'éloigna en sentant son regard sur la nuque. 3 minutes à se faufiler à travers la foule de badauds et de joueurs et de Mexicains distribuant les petites photos de prostituées, l'aiderait à s'en remettre. Quelle puissance, pensa-t-il, quel pouvoir! Soudain, on entendit une phrase venant du ciel. « Mec, ça va? La caravelle !» Dans la véranda du bar et 2 mètres au-dessus de la masse dégoulinante, les gens sur le boulevard et là avaient des personnes déjà ivres mortes. Et l'un d'elles tendait sa main pour taper dans la main de chaque passant. « Oh, là-bas, au moins 2 mètres au-dessus de cette ambiance de merde. » Il prit une autre bière. Un verre en plastique mince ne donnait aucun sentiment de stabilité. Donc, la caravelle n'était pas un endroit stable aussi. Mais rester sur le balcon avec la foule coulante au-dessous était agréable. « Eh bien, allons-y, dit-il, à haute voix et sans qu'aucune âme ne l'attende. » Il but son verre d'une coupe, le liquide doré s'intégra rapidement dans son corps, la situation s'améliorait. Un bruit sur la terrasse s'attira. Un petit homme faisait des tours de magie. Les cartes volaient entre ses mains. En remontant ses manches et touchant spectateur après spectateur, le magicien faisait apparaître des cartes de t-shirt, shorts et cravates. À chaque minute, la foule bouillonnait d'applaudissements. D'une manière inaperçue, la foule avait passé outre de distance sociale et tout le monde se donnait les tapes amicales sur les épaules. Un tel bonheur désespéré de fraternité indulgente. Mon millier de dollars dans ma poche. La pensée glacée lui perça le cerveau. C'est une croque magicienne. On peut sortir d'ici sans caleçon. Malgré cette nuit étouffante, son instinct primitif lui avait inexplicablement hérissé ses cheveux. Ses pupilles se dilatèrent. Sa main se glissa nerveusement dans sa poche, mais son jeans, fatigué gardant toujours indifféremment son argent. Oh, bien joué. J'ai réagi à temps. Tout est en place. Une fois de plus, les échos musicaux recommencèrent et un nouvel éclat de rire le fit ricaner narquoisement. Mais quand le croc revint son champ de vision et fit sortir le set de carreaux de la bouteille de bière Corona dans la main d'une fille passablement ivre. Dans l'autre main, il tenait ses talons aiguillés. Le chauffeur comprit qu'il était temps de partir ailleurs. L'idée de quitter la caravelle avant qu'elle ne s'écroule ne lui plaisait pas beaucoup, mais cette situation était influencé par cette inquiétance et importance comme l'argent dans sa poche. La lutte contre la pauvreté pendant ces 12 dernières années l'emmerdait tellement qu'il planifiait tout conformément à son budget et pas à ses rêves. Ses vols d'enfance sur un canapé à travers les villes, pays et planètes lointains lui paraissait aujourd'hui comme la manifestation d'une maladie étrange, inconnue de ses amis ou sa famille. Il ne se souvenait pas où était la réalité, où était le monde magique de fantaisie. Il ne s'en souvenait absolument pas. Donc,
la différence n'existait pas. Et voilà, à la place d'aller au casino et parier cet argent à la roulette pour gagner le double, il se retira presque effrayé de cette jeune foule amusante. Il ne pouvait plus rêver. Il était devenu observateur. Tout ce qu'il avait, la voiture, la famille, la santé, n'était pas suffisant pour lui, mais dans le même temps, il ne voulait rien de plus. Simplement, il n'était pas content ni satisfait. Le plus dramatique était qu'il ne savait pas quoi désirer. Le plus honteux dans tout ceci était qu'il avait peur. Tout à coup, il réalisa la peur du rêver. Ses fantasies du passé n'avaient aucune frontière. Les îles tropicales et les sentiers frais ombragés des planètes inconnues apparaissaient clairement devant ses yeux. Il habitait ici, là, et s'il lui manquait quelque chose, il déménageait dans un autre monde plein de tout ceci. Est-ce que ce monde de déplacement tellement accessible était cassé maintenant et ne pouvait plus être réparé? Auparavant, il serait parti dans le monde où son million de dollars se serait transformé en 2 milliards après la rotation de la roulette. Et le couple d'eux, des joueurs inspirés et applaudissants, l'aurait accompagné vers la casse où il aurait reçu son argent gagné en faisant une blague à l'américaine sans raison particulière en disant « Je ne vous braque pas ce soir, je reviens demain ». Et le caissier, lui, aurait répondu en blaguant que demain est le jour prévu nettoyage. Il entra dans le parking pour prendre sa voiture et aller à son toujours ennuyeux hôtel. Il faisait encore plus chaud dans le parking. La tête lui paraissait un peu plus grosse que d'habitude. C'est pour ça que les extraterrestres adorent tellement le Nevada, pensa-t-il. Ils ont de la tête énorme. C'est un bon endroit pour l'employer. Je me rappelle bien. Ma grand-mère disait « Laisse le cheval penser, il a la tête appropriée. » L'air chaud le frappa tellement fort à l'ouverture de la porte de la limousine qu'il décida de ne pas mettre la climatisation, mais d'ouvrir les fenêtres. Le mélange incandescent de parfums, de tapis en plastique et de l'essence suivit la voiture et, occasionnellement, s'en échappait par les fenêtres aux arrêts et virages. Allez, il faut faire de plein. Là-bas, devant le Luxor, le prix est raisonnable. Tout également, il évita tous les embouteillages comme un homme de coin et arriva sur le lieu. La crise, glouta-t-il. Le boulevard est impraticable et le trottoir est rempli comme on boit la sardine. On n'arrivera pas au bar, les restaurants sont entourés de files d'attente. Qui a eu l'idée d'appeler cela la crise économique? Si la crise des années 30 était semblable, alors je n'ai aucune compassion à parler. Étant officiellement américain depuis 5 ans, ils n'en avaient pas l'impression. Leur conception du monde était bien différente de la sienne. La médiocre station-service montrait ce tuyau convulsionnant comme d'habitude. Les monstres, à valeur d'essence, avec leurs plaques d'immatriculation, venant de tous les états possibles, suçaient les pompes en grognant indistinctement. Leur maître s'agitait à tour en nettoyant les mouches suicidées sur le pare-brise ou en courant à la casse pour payer et prendre le reçu. En ayant expulsé un Oklahoma de sa pompe, il vit du coin de l'œil un modeste pick-up allongé sur son ventre. Il était littéralement couché sur l'asphalte, malgré qu'il ait des roues.
autant dire très bas, de casse. Ayant verrouillé la porte, comme à son habitude soviétique, il mit le pistolet dans le réservoir et se traîna vers la casse. 500 sur 4. D'habitude, c'est ce qu'ils disent. Lui, malgré son désaccord sur le concept de vie, disait ça aussi. Parfois, il était compris. En marchant vers sa voiture, il jeta un nouveau coupe d'huile au pick-up. Une chose typique, pensa-t-il, en remarquant le corps décollant de la voiture, il allait me dire qu'il avait perdu sa meute et que 25 centimes ou autre chose l'aiderait beaucoup. Sa phrase déjà prête à sortir de sa bouche, « Désolé mec, demande pas d'aujourd'hui, désolé », comme si j'allais faire de la monnaie sur mes milliards de dollars pour lui, ça va pas. Finissant toutes ces opérations de remplissage et de nettoyage des vitres propres, il remarqua inconsciencement de le sans-abri approché mais n'avait pas de visage. À vrai dire, il allait en visage. Sa demande d'aide devait bien venir de quelque part, non? Mais sa capuche gardait-la vide. Il était aussi habillé d'une façon étrange. L'imaginez un clodo de Chicago se réchauffant en hiver avec un baril d'ordures en feu pour l'illustrer avec un cliché classique. C'était lui, de Chicago et portant deux doudoune bleus. C'était étonnant de voir comment il pouvait être encore en vie dans cette fournaise de Las Vegas. « Ok, mec », disait le clodo, « ça brille plus qu'une pièce de monnaie qui m'aiderait beaucoup aujourd'hui. » Un poète, merde, pensa le chauffeur. Le regard sérieux provenant de la capuche du clochard l'effraya. Le chauffeur, après avoir passé autant de temps en Amérique, n'avait toujours pas l'habitude de ces regards simples, yeux dans les yeux. Il avait même pratiqué devant le miroir, mais le résultat était nul. Les yeux d'un inconnu étaient autre chose, pensa-t-il, le gardant à l'esprit et en prétendant être intéressé par le prix du gallon affiché sur la pompe. 1000, c'est mieux évidemment. 1000 dollars contribueraient énormément à ce moment, ajouta le clochard, et essayant d'attirer l'attention. Le chauffeur sur très rapidement quoi dire. Pour toi, même 1000 dollars n'aideraient pas. Mais pour toi, tu n'as pas besoin de tout, répliqua le clodo, offensé et en retournant lentement vers sa voiture comme un bateau-citerne. En reprenant sa position de travail, il lui lança de manière impérative. « Tu ferais mieux d'aller au casino ou de parier sur le numéro vendu. Tu gagnerais 1 million. Peut-être après, tu partagerais. » Le pistolet de remplissage cliqueta fortement, signifiant « Fini !» Le chauffeur jeta un œil sur l'écran. 22 gallons. Plein complète. Attends, 22? Il regarda vers le clochard, mais à sa place, il ne trouva plus ni voiture, ni son propriétaire. La station-service était vide. 22. Il répétait à voix haute en allant vers la casse chercher le reçu. L'enfer incandescent de Las Vegas commençait apparemment à lui jouer des tours. La lumière blanche des néons de kiosques le distrayaient un peu. Les emballages brillants de chocolat et bonbons colorés comme les Indiens sur les sentiers de guerre, bœuf séché, jerky et chewing-gum tentèrent de détourner son attention sur le reçu où, comme un mirage dans le désert, se désignaient vaguement 2 chiffres persistants. 22. Bizarre.
C'était le seul mot qu'il pouvait prononcer. Sa clé, comme d'habitude, entra dans la serrure d'un seul mouvement et après l'avoir tourné de 45, il mit le moteur en marche et expulsa l'air désertique chaud sous le châssis de la limousine. Son regard atteint l'écran de la radio. 22, 22. Ça devient réel, pensa-t-il. Si un ovni atterrissait maintenant à 22 mètres d'ici, je serais vraiment fou. Il est complètement toqué, ce type, réfléchissait-il à voix haute en regardant dans le rétroviseur. En voyant peut-être. Il sait que j'ai $1 million, mais qui n'aime pas dans cette ville aujourd'hui? C'est Las Vegas, baby, Las Vegas. Il se calma et continua de rouler avec confiance sur la route qui était déjà devenue une partie de sa vie.